S'il y a une matière qui met tout le monde d'accord dans le luxe, c'est bien la soie. Mais est-ce que vous savez le lien entre cette magnifique matière et les insectes? Pour en apprendre plus sur la sériculture, nous avons rendez-vous à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard avec Sabrina au musée de la soie. Mais en attendant, si l'entomologie vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un grand merci en tout cas de m'accueillir au musée. Peut-être que vous pouvez déjà un peu présenter le lieu où on est. Voilà, mais on vous accueille volontiers. Hein. Voilà. Alors c'est un lieu relativement petit pour le musée. On est à l'intérieur d'un bâtiment historique, même s'il n'est pas classé, puisque ce sont les casernes des dragons du roi de 1668, avec les premières dragonnades pour les guerres de religion de Louis XIV contre les Huguenots, donc contre les protestants. Donc c'est un lieu historique. Là, on est dans les Cévennes, c'est un peu un des berceaux de la culture du verre à soie. Oui, et on a commencé très tôt. On sait, d'après les transmissions orales, que ce savoir-faire a été amené par les fameux pirates barbaresques. Justinien Ier a demandé à 2 moines en l'an 550 d'aller jusqu'en Chine de ramener ce secret. Le tissu était connu depuis fort longtemps. C'est un animal qui est domestiqué par les femmes depuis 5000 ans. Et pendant 3500 ans, donc, eh bien, en fait, c'est que les princesses chinoises qui avaient le droit de détenir cet animal, de l'élever et de transformer le cocon en fil. Ça faisait partie de leur dot, recevoir des œufs, que nous, ici en Cévennes, on appelle des graines. Et donc, ce Justinien Ier, il a demandé donc à 2 moines d'aller jusqu'en Chine de ramener ça. Donc, c'est arrivé vers l'an 554. On le sait parce qu'on a des écrits. Et puis, 200 ans plus tard, eh bien, nos fameux pirates barbaresques, c'est-à-dire les pirates musulmans qui écumaient toute la Méditerranée, ils ont réussi à prendre la main sur Constantinople et ils ont dispatché, ils ont transporté ce savoir-faire à travers toute la Méditerranée. Donc c'est eux qui ont apporté ce savoir. Et donc on suppose que entre 700 et 800 ans après Jésus-Christ, eh ben, c'est arrivé. Alors c'était de façon très ponctuelle, vous savez, l'espèce de saupoudrage. Donc en fait, on sait faire depuis, je dirais, Moyen-Âge, et on continue d'une autre façon aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure, plus de fil de soie. Par contre, on a une start-up qui s'est installée il y a 5 ans en Cévennes, qui s'appelle Céricine, et chez elle, ma petite bébête ne fait plus son cocon, mais on a convaincu un insecte de faire quelque chose contre sa nature. Il faut être fort quand même. Hein, et en fait, il va baver le fil par-dessus un moule pour obtenir des objets en 3D. C'est de l'impression 3D animale, en fait. Un peu. Ouais, quelque part, si on veut simplifier. Oui, oui. Tout à fait. Au lieu d'avoir la machine à plastique, on a la bestiole. Tout à fait. Et en fait, elles travaillent surtout pour le grand luxe. Et elles font beaucoup, elles sélectionnent la variété du verre à soie, puisque là aussi vous avez différentes variétés. Je dis toujours, c'est l'équivalent de la race du chat ou du chien. Une famille, c'est le chien. À l'intérieur, entre le teckel et le patou, il y a quand même un monde. Hein, voilà. Et là, c'est pareil, en fait, on peut les découvrir selon l'allure du verre à soie et surtout la couleur des cocons. En fonction de la variété de verre, le cocon va avoir une couleur différente. Oui, et Céricine, c'est beaucoup le blanc, parce que c'est représentatif dans la tête des gens. La soie, elle doit être blanche. Or, elle n'est pas blanche, le fil de soie, il est écru. Alors, le fil de soie, en fait, il est particulier. Ce sont 2 protéines l'une autour de l'autre. Alors, je fais rire tout le monde, parce que quand je l'explique, pour que ça devienne compréhensible, notamment pour un public d'enfants. Je dis toujours, puisque c'est de la protéine pure, je dis toujours c'est un beefsteak qui a une allure comme ça, comme 2 doigts réunis, puisqu'il y a un creux. C'est aplati. Et autour, il y a une tranche de jambon collante. Alors le fil de soie proprement parlé, quand on parle chimie, donc quelque chose pour des non-néophytes, s'appelle la fibroïne. C'est une protéine pure. Entourée de ma tranche de jambon collante, c'est la séricine qui est une protéine aussi. Donc en fait, le fil de soie est une protéine et la fibroïne est toujours couleur écrue. Par contre, c'est la séricine, cette espèce de colle qui est autour, qui est de couleurs différentes selon la variété du verre. Et là, vous avez, je dis toujours, le spectre du jaune. Ça va du blanc, d'un blanc à peine jaune, jusqu'à des oranges très profonds, mandarines vraiment oranges.
Une variété, ça peut aller au vert céladon. Et les Japonais, ils ont quelque chose dont je rêve. Ils ont des cocons vert émeraude. C'est une variété qui leur appartient à eux. Et pas question de pouvoir y mettre la main dessus. Puisque eux aussi, ils avaient, chez eux aussi, c'était les nobles, les femmes de la noblesse chinoise, enfin japonaise cette fois-ci, qui avaient que le droit d'élever le ver à soie. Du coup, vous me tendez la perche. C'est vraiment une histoire de femme, en fait, le ver à soie. Toujours. Depuis plus de 5000 ans. L'élevage, c'est les femmes. La transformation du cocon en fil, c'est des femmes. Des travail dans la filature, autrefois chez nous aussi. Il y avait, en général, il y avait quelques hommes, mais c'était surtout l'entrepreneur, l'ingénieur, donc qui avait le savoir-faire, et éventuellement ce qu'on appelait un mécanicien ou un metteur au point, c'est-à-dire qui réglait les machines. Mais le reste, c'est des femmes, y compris la contremaîtresse, et non pas le contremaître. Il a fallu attendre très longtemps pour qu'il y ait davantage d'hommes dans les entreprises, de filature, et tout ce qui est aussi bonnetterie, tout ça, c'était vraiment un monde de femmes. Et à la maison, puisqu'on les élevait, chaque famille paysanne avait son élevage, c'était les femmes qui s'en occupaient exclusivement. Et c'était transmis oralement de mère en fille ou de tante à nièce. C'est toujours une transmission orale. C'est quelque chose, et encore aujourd'hui, dans les pays où on a des élevages de ver à soie. Alors, le ver, on dit toujours ver à soie, on devrait dire chenille à soie, puisqu'en réalité c'est la chenille, on aurait dû commencer par là. Hein. Chenille du Bombyx mori, du Bombyx du mûrier, puisque le nom de l'arbre en parlant botanique s'appelle Morus, et comme c'est du mûrier blanc, c'est Alba. Donc mes Bombyx du mûrier, ils sont élevés encore aujourd'hui, dans le monde entier on les élève, c'est par les femmes, que ce soit en Chine, en Thaïlande, au Brésil, au Costa Rica, en France, c'est les femmes. C'est un monde de femmes. Et on en discutait aussi tout à l'heure, il y a même carrément un langage différent pour... Oui, alors ici en Cévennes, oui. C'est très anthropomorphe. Voilà. On va commencer depuis le début. Hein. Quand au printemps, on met les œufs en incubation, on les mettait dans des poches qu'on glissait soit sous la jupe, donc à un endroit quand même particulier, soit dans le corsage, donc près du corps, et quand même à des endroits très sexués, très spécifiques. La nuit, le temps que ça dure, cette incubation, selon la variété de ver, elle dure entre 10 et 15 jours. Et la nuit, on le mettait au pied du lit conjugal. Ça fait que les lits conjugaux de nos grands-parents, en Cévennes, c'était des lits bateaux pour que ça ne tombe pas par terre, parce que les chambres n'étaient pas chauffées. Et au mois de fin avril, début mai, quand on les met en incubation, il peut quand même faire frisquette la nuit. Et pendant ce temps-là, eh ben, monsieur, il dormait à côté, dans un autre lit, pour que ça ne dépasse pas la température exigée pour la maturation des œufs. On les couvait littéralement. C'est très intime. C'est très intime. Et d'ailleurs, on ne parle pas d'éclosion, et pourtant, c'est dans des microbilles d'œufs. Hein. C'est des œufs absolument qui ressemblent à des semences, d'ailleurs. D'ailleurs, on les appelle des graines en Cévennes. Et on ne parle pas d'éclosion, on parle de naissance. Et l'évolution des 7 semaines qui prennent, entre la naissance et la fabrication du cocon, on dit que c'est une éducation. Et comme ils grandissent très vite, ils sortent de l'œuf, ils font 2 mm. 7 semaines plus tard, ils font 9 cm, pratiquement. Ils font 4 mus. Et entre 2 mus, on a 1, 2, 3, 4, 5 âges. Tout a son propre vocabulaire. On les nourrit, on les nettoie, on les délite, c'est-à-dire qu'on enlève tous les 2 jours, puisqu'on leur donne 4 fois par jour la nourriture. On les nourrit comme des nourrissons, en fait. On leur donne le premier, deuxième âge, la feuille hachée systématiquement. En général, on dit qu'il faut que la découpe soit dans la longueur du ver à soie. C'est-à-dire, au fur et à mesure, on l'agrandit. Et au 5e âge, on donne des feuilles entières, parce qu'ils sont assez gros pour manger toute la feuille. D'ailleurs, ils ne vous laissent que le trognon. Voilà. C'est quand même une chenille défoliatrice, au départ. Voilà. Et c'est vraiment 4 fois par jour, et c'est très précis. Vous allez voir, c'est comme le nourrisson. 6 heures du matin, midi, 6 heures du soir, minuit. Ma sœur vient d'avoir un petit et ça me parle, dis donc. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Là, ce n'est pas toutes les 4 heures, le biberon, mais c'est toutes les 6. Mais c'est quand même très précis. Ouais.
Et le délitage, c'est le nettoyage des clés sur lesquelles on les élève. Vous avez là une série. Hein. Et en fait, il faut nettoyer ça tous les 2 jours. Mais il ne doit pas les toucher. Et cette année, ça me fait beaucoup rire, je le dis systématiquement. Le Covid me permet de faire passer les conditions d'hygiène qu'il faut avoir avec ces animaux. Malgré que ce soit des insectes, c'est fragile. C'est pire que tout ce qu'on peut avoir, même le lapin nain à la maison. Autrefois, quand on les élevait encore à la maison, c'était le grenier qui était aménagé. Et dès que vous aviez une pièce qui était aménagée pour les vers à soie, les magnans, on va les appeler comme ça, hein, puisque c'est le nom qu'on leur donne ici, si vous permettez, elle est toujours carrelée, soit en tomate, soit en dalle de pierre, parce qu'il faut nettoyer tous les jours. Avant de monter à la magnanerie, il n'y en a qu'une qui montait, 2 maximum, et toujours les mêmes, femmes, c'est pour ça que je dis, voilà. Elles se savonnaient les mains, vous savez, à la Covid, de là jusqu'à là, bien comme il faut entre les doigts, voilà. Elles avaient des surblouses ou des tabliers réservés au travail de la magnanerie, et qu'on lavait toutes les semaines à un temps quand même où il n'y avait pas de machine à laver. Elles montaient et elles s'occupaient des vers. Et tous les 2 jours, donc on enlève la vieille feuille, et comme ils mangent beaucoup, ils font beaucoup de crottes, un coup de balayette sur la clé, mais après la clé, il faut la laver avec de l'eau bouillante à 85 degrés. C'est le seul moyen de tuer virus, bactéries et champignons et de ne pas créer des bactéries multirésistantes, le fameux BMR qui nous enquiquine la vie quand on est hospitalisé. Une fois que toutes les clés sont nettoyées, comme il y a toujours quelque chose qui tombe par terre, ben c'est le sol qui doit être nettoyé. C'est pour ça que c'est carrelé. C'est une sacrée hygiène à respecter, hein, quand même. C'est une sacrée hygiène à respecter. Ils ont des maladies qui sont dues au fait que c'est des insectes défoliateurs, c'est-à-dire que la nature, et ça c'est quelque chose en 5000 ans qu'on n'est pas réussi à éliminer, malgré que Pasteur il a fait beaucoup d'efforts là-dedans, il n'est pas arrivé à les éliminer à 100%, mais à baisser la fréquence. On dit une récurrence de la maladie. Hein? Comme on vit actuellement, que c'est un rebond, exactement pareil. Et il a mis en place un système très particulier qui est pratiqué toujours en France. Et pour ça, on est toujours au top niveau. Et il reste toujours des sériciculteurs exclusivement pour l'élevage des vers à soie, pour fabriquer des œufs. Et ces œufs sont vendus dans le monde entier. On a toujours, avec les Japonais, nos œufs sont très demandés. Mais c'est pareil, c'est des niches. Alors, ils sont une 12aine, donc c'est pas full. Mais ils n'en font pas la pub parce que c'est pas la peine. Voilà. Donc ça se sait. Et eux, c'est exclusivement les œufs alors? Alors là, on fait que pour les œufs. C'est-à-dire qu'on n'a que des cocons percés. Or, pour le fil, on ne veut pas de cocons percés. On n'a que des cocons percés à la fin et on a des couples de papillons. Et on fait en sorte que le papillon ne ponde et on ramasse les œufs. Mais avant de les vendre, les œufs ils sont testés pour savoir s'ils sont le maximum exempts de ces maladies qu'ils ont à l'intérieur d'eux plutôt, et qui permettent à la nature de se reposer de temps en temps, autrefois quand ils étaient encore sauvages. C'est ce qu'on espère avec la pyrale du buis, qui nous laisse les buis en l'espace qui ressemble à rien. En fait, on espère vraiment que cette pyrale va avoir un prédateur naturel qui va s'en occuper, notamment un de nos oiseaux européens, puisque la pyrale vient aussi de Chine. Ou alors qu'ils soient trop nombreux tout à coup et que la nature fasse bien les choses comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle déclenche à un moment donné une maladie qui permette en fait la quantité de la pyrale de baisser et au buis de se remettre, de refaire une santé et de refaire des feuilles. C'est exactement le même principe. C'est quelque chose que vous avez de partout. C'est la nature qui joue là-dessus. La nature, si on laisse faire, si on n'y met pas nos mains de Homo sapiens qui sapent beaucoup de choses, c'est mon jeu de mots. En fait, quand vous laissez faire la nature, il y a toujours un équilibre à un moment donné. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec tout ce qui est retour au bio. On le dit, hein. À un moment donné, alors au début, c'est un petit peu tout n'importe quoi, mais au bout d'un an ou deux, la nature retrouve son équilibre, les prédateurs se mettent en place, et donc vous avez moins, en fait, de ravageurs, de cultures, ou etc., que ce soit des champignons, des maladies, des bactéries, des virus, parce qu'il y a les prédateurs qui mangent au fur et à mesure et transforment. Et malheureusement, l'être humain a une manie, il faut toujours qu'il mette les mains là où il ne faut pas, et de telle façon qu'il détruit plus que ce qu'il construit. Mais là-dedans, voilà, c'est quelque chose qui est resté, on n'arrive pas à l'éliminer, et moi je dis tant mieux.
parce que ça demande beaucoup d'attention. Un ver qui ne réagit pas normalement, on doit l'éliminer de la litière. Et avec un petit peu d'habitude, au bout de l'avoir fait quelque temps, vous le voyez tout de suite. Et on les élimine parce qu'ils sont malades, mais comme on n'a pas de remède pour les maladies, eh bien, on doit les éliminer, sinon ils infectent tout le reste. C'est ce qu'en fait a trouvé Pasteur. Les maladies en partie sont génétiques, transmissibles des parents aux œufs et des œufs, puisque les chenilles sortent des œufs, donc les œufs sont infectés, du coup les chenilles aussi. Mais les chenilles qui sont infectées, à cause de leur crotte, et comme les autres marchent par-dessus, eh bien en fait ils s'infectent. Donc vous avez l'infection sur toute une litière. C'est exactement ce qui nous arrive là. Ouais. Trop de contact, trop près, sans précaution, eh bien, ça flambe. C'est pour ça que je dis que cette année, le Covid, il me rend service, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre au public quand on n'a jamais eu affaire ni à l'élevage d'un animal quelconque. Hein. Je ne dis pas le chat qui fait canapé et qui chasse les croquettes. Hein. Voilà. Mais quand on en a quelques-uns, il y a quand même des interactions qui se passent. Voilà. Et quand on a des plantes, des fleurs à l'extérieur, c'est pareil. Donc il suffit d'avoir 3 balconnières pour se rendre compte que ça ne marche pas toujours comme on veut. Ouais. Ah oui, c'est vrai que du coup, ça doit vous aider à imager et puis à faire beaucoup plus passer le message. Ouais. Et c'est quoi votre rapport à vous personnel avec le ver à soie? Je le trouve génial. Alors en fait, moi je l'ai découvert à l'adolescence. Et en fait, je l'ai découvert avec la relance des années 70, puisque toutes les écoles, on en a élevé. Et j'ai trouvé cet animal absolument génial. Alors, c'est vrai que le musée ici, quand mes enfants étaient petits, c'était systématique au moins une fois tous les 2 ans. C'est simple, hein. Le ver à soie, il mange la feuille, et à l'intérieur de cette feuille, il y a un produit qu'on appelle sérigène, qui lui permet, parce qu'il est composé de 80% d'estomac, et sous cet estomac, il a une usine à transformer ce produit sérigénique en 2 choses. Et en fait, justement, c'est la fibroïne, c'est-à-dire mon beefsteak, qui est de la protéine, entourée de ma tranche de jambon collante, qui est la séricine. Et les 2 choses, il les produit simultanément. C'est une exception dans le monde animal. En général, c'est l'un derrière l'autre, l'un ou l'autre, mais pas simultanément. Voilà. Et le fait d'avoir ça, c'est que quand il va vider les conteneurs dans lesquels il stocke les 7 semaines de son éducation, de son élevage, eh bien, quand il va le vider, le fil qui sort et qu'il bave avec des 8 très réguliers, comme une pelote de laine, ils commencent à coller entre eux, et le fait que la sérigène, le séricine, vienne à l'air libre, elle s'opacifie, mais surtout elle durcit. Résultat des courses, vous avez un cocon qui fait comme un carton. Il est un petit peu dur. Ça lui permet de se protéger à l'intérieur pour se transformer la chenille en papillon. Ça prend entre le début du cocon jusqu'au moment où le papillon sort 15 jours. Avec une étape intermédiaire particulière où à l'intérieur du cocon, il est sous forme d'une chrysalide. Ça peut aussi s'appeler une pupe. Ça dépend quel niveau de zoologie, de bio, de SVT on a fait. Toujours pareil, je le dis souvent parce qu'en fait, selon les profs et selon le niveau scolaire, on n'a pas appris tout à fait la même chose. Et autrefois, on ramassait les cocons à ce stade-là, sous forme de chrysalide. Parce que ce n'était plus l'animal qu'on avait élevé, ce n'était pas encore le papillon qui est un truc reproducteur. On avait l'impression qu'il était mort, puisqu'il est inerte, la chrysalide. Et en fait, à ce moment-là, ça permettait psychologiquement de l'étouffer. Parce que les mêmes qui avaient élevé les vers à soie jusqu'au moment où ils font des cocons, iront travailler à la filature pour dévider et pour récupérer le fil. Donc psychologiquement, elles avaient besoin de cette étape, et ce n'est pas elles qui les étouffaient, c'était les hommes, pour que justement elles puissent aller continuer à travailler. C'est comme le paysan qui amène sa vache ou son cochon à l'abattoir, et c'est pas lui qui le tue, et qui récupère sa viande. Et autrefois, on avait des tueurs, les bouchers, ils avaient l'autorisation de tuer dans les villages. C'était jamais le paysan, ou très rarement le paysan qui tuait de l'animal qu'il avait élevé.
sauf quand c'était un lapin ou une poule, mais ça donnait d'autres rapports. Mais la vache, elle avait un nom, la chèvre avait un nom, etc. Donc on ne tuait pas l'animal qui était nommé. C'est assez incroyable de voir le lien qu'il existe entre le ver et l'éleveur. Oui, oui, c'est incroyable. Parce que moi, je dis toujours mon troupeau, je vais nourrir mon troupeau, donc vous voyez déjà, mais tous les éleveurs ont un petit peu ce rapport. Et justement, l'éleveur les élève jusqu'au moment où il a le cocon et après, il livre, mais voilà. Est-ce que vous avez envie de transmettre un message particulier ou oui. Venir au musée, par exemple? Oui, entre autres. Entre autres, venir au musée. Alors, il y a des visites commentées, hein, voilà. Cette année, avec le Covid, c'est un peu particulier. Hein. On ne fait pas la visite traditionnelle que vous avez eu l'honneur de voir l'année dernière ou il y a 2 ans. Cette année, c'est une visite plus accompagnée. On est obligé de rester assis à distance, hein, voilà. Masquer tout ce qu'il faut, ça c'est normal. Oui, venir découvrir parce que ces petites bestioles, c'est qu'une partie du musée. Puisqu'après, justement, on montre comment on transformait le fil en tissu, que ce soit tissé ou tricoté. Alors le tissage ne se faisait pas ici, dans la région, se faisait sur Lyon, les fameux soyeux, les fameux canuts. Voilà, les ouvriers des soyeux, ça s'appelait des canuts. Et par contre, ce qu'on faisait ici, à partir du milieu du XVIIIe siècle, c'était le tricotage. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tout ce qui est tricoté, c'est les t-shirts, les chaussettes. Et à l'époque, on faisait les bas. Et ça s'appelle la bonnetterie. Parce que les premiers qui avaient l'autorisation de faire des bas, c'était ceux qui faisaient les tricoter les bonnets de nuit. Parce que à l'époque, nos arrière-grands-parents, vous savez, les grands-pères, il avait son bonnet de nuit. Voilà, exactement. En fait, ça faisait partie de leur corporation, de l'autorisation de métier de corporation. C'est de là que ça sent. Ouais. J'avais jamais fait le lien. Ça ne m'étonne pas. Et la première machine à tricoter, elle n'était pas ronde, puisque les chaussettes, les bas, on les tricote avec 4 ou 5 aiguilles pour faire le tube. Les premières, ça fait à plat, en fait comme le devant ou le derrière d'un pull. Et pour obtenir le tube, on le réunissait, on faisait une couture. Ça fait que les tout premiers bas tricotés machine, ils avaient tous une couture derrière, pour que ça fasse plus joli. Et aujourd'hui, c'est un produit de très grand luxe, le bas couture. Hein. En général, on le met pour les grandes soirées, etc. Et on espère ne pas le trouer en le mettant. Mais ça permet aussi de monter en qualité, parce que l'aiguille de la machine à tricoter est beaucoup plus fine, celle qu'on utilise à la main. Donc, en fait, de diviser presque par 10 l'épaisseur du fil utilisé. Et donc, en fait, les bas tricotés machine, c'était beaucoup plus fin, ça tenait moins chaud. Et la soie, ça permettait de faire des fils de soie beaucoup plus fins. Et là, on a exporté pendant des siècles, dans toutes les cours royales, européennes et mondiales, mais aussi dans la grande bourgeoisie et toutes les vedettes de l'époque, des bas de soie, nature ou brodés, rebrodés, par des femmes aussi, qui se cassaient les yeux dessus. Et ça, c'était une spécialité de la ville de Ganges, qui est pas loin d'ici, à 15 km. Et c'est vraiment, il y a des choses absolument superbes là-dedans. C'est vraiment, toute la région s'est mise à tricoter. Voilà. Mais sur machine. Par contre, là, le tricotage, c'était fait par des hommes, parce que toute la journée, faire ça, vous savez, la fameuse machine à tricoter qu'on a à la maison, aujourd'hui, il y a une brise, mais autrefois, ça se manipulait à la main, et le soir, les biceps. Hein. Voilà. En tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis, et vous êtes un puits de savoir incroyable. Et encore, on n'a rien abordé. Mais oui, et on n'a même pas éraflé la surface de tout ce qu'il y a à savoir, donc je conseille à tout le monde de venir dans ce musée, et vraiment un grand merci. Merci à vous d'être venu, et puis j'espère vous revoir. Avec plaisir. Très bien. C'est à l'ombre d'un de ces fameux mûriers blancs que je termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas en tout cas à aller visiter le musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard. On a à peine effleuré le sujet et donc il y a encore des tas de choses à apprendre. Je vous conseille vivement d'y aller. Allez, à la prochaine. Salut!